Alors aujourd'hui, nous allons parler de la dictée du Salon du Livre. Vous savez, le Salon du Livre de Chazay donne l'occasion de rencontrer des auteurs. Non seulement de rencontrer des auteurs, mais de voir un film qui est adapté d'un roman. Et en troisième lieu, eh bien, de se mesurer avec l'orthographe, avec un O majuscule. Eh bien, je vais vous dire quelques mots sur l'histoire de l'orthographe. Je lirai une partie de la dictée qui a été faite à Chazay, et puis nous mettrons le doigt sur quelques difficultés orthographiques, curiosités, on va dire, orthographiques. Alors, on va remonter dans le temps. Au XVIIe et au XVIIIe, on ne se souciait que fort peu de l'orthographe. Jusque-là, les enseignants ne l'enseignaient pas, c'est tout juste s'ils la connaissaient. Depuis le XIXe siècle, tout a changé, tout est différent. L'orthographe est en tête de tous les enseignements. Et avec l'orthographe, eh bien, la dictée s'impose comme l'arbitre de l'excellence scolaire. Je me suis amusée à vous relire cette petite dictée qui est extraite d'un roman d'une pièce de Pagnol qui s'appelle Topaz. Un instituteur fait une dictée. Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Il se penche sur l'épaule de l'élève et reprend « Des moutons. L'élève le regarde ahuri. « Mais voyons, mon enfant, faites un effort. Je dis moutons. Était c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton, il y avait plusieurs moutons. Le maître était vraiment compatissant face aux difficultés orthographiques de l'enfant. Voilà. Eh bien, maintenant, nous allons faire un tour dans le temps. Et un petit retour en arrière dans le temps, ça veut dire qu'à une certaine époque, à partir du XIXe siècle, par exemple, on utilise le terme de faute et non pas d'erreur. Et de cette façon, avec le mot faute, on confère à l'orthographe un caractère quasi religieux, moral à coup sûr. En 1833, tous les villages de 500 habitants créent alors une école publique, pour les garçons, ça va sans dire. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, la place de l'écrit prend de plus en plus d'importance. L'administration et l'industrie ont besoin de plus en plus d'employés et de plus en plus d'employés qui sachent lire et écrire. L'orthographe prend de plus en plus de poids et ainsi le brevet élémentaire. Le brevet élémentaire, c'est un examen qui donne le droit d'enseigner. Le nombre des candidats éliminés par l'orthographe est de 50%, 1 sur 2, en 1840. Ça ne va faire que croître et embellir de 75% en 1852 et de 90% en 1875. Je me demandais si j'avais lu correctement, mais je suis retournée voir dans le livre qui évoquait cela. Ben non, ce sont les chiffres. Mais les détenteurs de cet examen voient, parce qu'ils connaissent et manient remarquablement l'orthographe, voient leur prestige assuré par cette discipline, et notamment dans les villages. Et on va se montrer de plus en plus exigeant. Sous la Troisième République, l'orthographe occupe entre 35 et 40% du temps scolaire avec 30 heures de classe par semaine, contre 24 maintenant, je ne suis pas allée voir, et 233 jours de classe contre 145 maintenant. Il faudra attendre la fin de la Troisième République pour qu'elle cesse d'étouffer la pédagogie toute puissante, et pourtant, en 2024, l'orthographe, si elle n'est pas aussi terrifiante, joue quand même un rôle. Alors, je vais vous lire simplement la première partie, le premier paragraphe de la dictée du Salon du Livre. Et puis ensuite, on verra comment ne pas commettre certaines erreurs.
Cette dictée, elle a été faite le 25 novembre 2023. Je ne sais pas qui l'a écrite. Je pense que ce sont des gens de Chazay, mais je n'en suis pas sûre. Alors cette dictée, elle s'adressait à des adultes, à des collégiens et des CM2. Effervescent, le titre, Balance ton portable. C'est l'évocation de Balance ton port que vous connaissez. Effervescence au sein de notre éducation nationale. Cette fois, il ne s'agit plus de bouleverser les rythmes scolaires, de revoir les exigences à la baisse, de substituer à des notions désuètes, voire vieillottes, un prédicat flambant neuf, ni même de renvoyer les langues grecques et latines à leurs chères études, tout au plus de bannir du champ clos de l'école un téléphone réputé tellement intelligent qu'il eût fini, si l'on y avait pris garde en haut lieu, par faire de l'ombre à son possesseur. Su donc au portable. Eh bien, quelques précisions sur les fautes qui ont été commises. Les fautes qui ont été commises, je crois qu'il y en a une qui était déjà dans le titre, « Balance ton portable ». Beaucoup de gens savent que « balance » c'est la deuxième personne, alors plein de bonne volonté, ils ajoutent un « s » dans ce cas-là. Mais là, il s'agit d'un impératif, donc « balance » ne prendra pas de « s ». L'erreur, elle s'explique très probablement de deux façons. Premièrement, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe, eux, ont un impératif deuxième personne qui prend un S. Et puis, il y a d'autres choses qui induisent en erreur. Par exemple, l'impératif du verbe aller, c'est va. Mais pour éviter les hiatus, c'est-à-dire la succession de voyelles désagréables à l'oreille, on a rajouté un S. Donc on dira, quand il y a une voyelle qui suit, on dira va au collège et vas-y tout de suite. S, de la même façon, va, va-t'en. V-A-T, plus loin, en, va-t'en. Et pourtant, l'impératif de aller, c'est VA quand il n'est pas suivi de sons difficiles. Mange des bonbons, mais mange-en très peu. Et le S, là, il est euphonique. On dit euphonique, ça veut dire agréable à l'oreille, quoi, pour schématiser. Voilà, une des erreurs que vous ne commettrez plus. Une autre erreur, c'est l'erreur de l'accent aigu et de l'accent grave. De toute façon, à Lyon, on fait la différence entre l'accent aigu et l'accent grave. Hein. On dit « et »,« j'ai »,« t'es » et « est ». Et l'accent aigu correspond au son « et » l'accent grave au son « est ». Mais il n'empêche que dans certaines régions, les deux sons se mélangent. On ne sait pas lequel est aigu et lequel est grave. Alors, éducation. Éducation avec un accent aigu, parce que la syllabe qui suit n'est pas muette. Autrement dit, vous avez un accent aigu quand on entend une voyelle dans la syllabe qui suit. En revanche, quand la syllabe qui suit est muette, on a un accent grave. Il est bien plus qu'évident qu'il y a des exceptions. Mais enfin bon, laissons tomber. Alors dans ce texte-là, il y avait donc éducation, il y avait téléphone, deux accents aigus. En revanche, il y avait, on les renvoie à leurs chères études, accent grave, etc., etc. Donc, je termine, accent aigu devant une syllabe muette, non, je me trompe, accent aigu devant une syllabe non muette et accent grave devant une syllabe muette. Et puis, il y a d'autres erreurs qui ont été commises, mais qui sont finalement plus drôles. Voir, il y a deux voir, il y a voir, je vais voir, le verbe voir, et puis il y a un deuxième voir qui signifie grosso modo même, qui vient du latin vera, mais enfin le A donne un E, il est intelligent, voir, génial, voir s'écrira V-O-I-R-E. Et je vais voir tel film, eh bien ça s'écrira V-O-I-R.
Voilà, je vous ai dit 2-3 petites choses. Il y en aurait beaucoup à dire. On a rajouté ici séant. Séant, je suis sur mon séant, c'est que je suis assise. Et séant, ça s'écrit S-E-A-N-T, c'est un mot de la famille de siège. Et puis il y a un autre séant dans ce texte-là. Je montre du doigt un démonstratif, c'est comme 7. Et en, eh bien, c'est la terminaison de dans, D-A-N-S. Voilà, grosso modo. Hein. Ce que je vous dis n'est pas nécessairement l'étymologie pure, mais l'essentiel, c'est qu'on sache écrire le mot. Eh bien, merci, puis suite au prochain numéro. Eh bien, on va poursuivre le travail qu'on avait commencé sur la dictée du Salon du Livre. Et là, je vais donner quelques explications sur 4 ou 5 termes. Le premier terme qu'on rencontre, c'est gadget. Et gadget, je vais vous en donner l'étymologie. Gadget, bien que son usage anglais soit attesté dès la fin du 19e siècle, il provient du nom d'une fonderie, et cette fonderie, c'est Gaget, Gauthier et compagnie. Deuxième mot. Le deuxième mot, c'est bidule. Ce serait un terme du nord de la France, qui est l'équivalent de bidoule, qui se prononçait aussi bordoule, enfin bon, en tout cas qui désigne la boue. Et de la notion de boue, on est passé à la notion de désordre, et de la notion de désordre, on est passé à la notion de complexité, d'où le sens de bidule, un appareil compliqué. Maintenant, on va parler de aréopage, et je dis bien aréopage. Aréopage vient du latin aeropagus, qui est lui-même extrait du grec aéreos pagos. Et aéreos pagos, c'est la colline d'Arès, du dieu Arès. Et c'est là que siégeait le tribunal suprême d'Athènes. Cette référence à Athènes, le dieu grec de la guerre, est assez utile parce que beaucoup de gens commettent l'erreur de dire aéropage et non pas aréopage. Mais si on pense au dieu Arès, eh bien, on ne commet plus d'erreur. Donc, aréopage. Et puis, il y avait dans cette dictée un terme latin, c'est persona non grata. Alors, commençons par l'orthographe. Persona, c'est le mot latin, enfin grec et latin, persona, P-E-R-S-O, un seul N, non grata, G-R-A-T-A, ou on peut le trouver aussi au pluriel, mais enfin bon, personae non gratae. Et ça, on le trouve souvent sous la forme P-N-G. Et ça signifie, eh bien, personne qui n'est pas la bienvenue. Et c'est une locution latine qui est utilisée en diplomatie avec un sens juridique bien précis. Et persona non grata s'oppose à persona grata. Et au pluriel, personae non gratae s'oppose à personae gratae. Et qu'est-ce que c'était que ces persona? Ça a donné évidemment le mot personne, mais le mot persona désignait en Grèce, dans la culture grecque et la culture latine, un masque qui était porté dans les théâtres de la Grèce donc, et de l'Italie antique par les acteurs, que ceux-ci soient des acteurs tragiques, des acteurs comiques ou les acteurs qui jouaient la pantomime. Et le premier sens de persona, c'est donc le masque. Et une personne, eh ben, est-ce qu'elle n'est que ce qu'elle laisse paraître, c'est-à-dire le masque. Relisez l'histoire de Polyphème et vous verrez comment on dit personne en grec, je vous le dis, on dit outis. À la prochaine fois pour l'histoire d'Ulysse.